Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire intitulé De Marvel à Stranger Things, faire carrière en effets visuels au Québec. Alors, on va encore attendre quelques petites minutes avant de commencer. Ça ne va pas être long. Je vois déjà qu'il y a plusieurs participants. Si vous voulez déjà nous indiquer dans le chat d'où vous venez, si vous êtes étudiant, si vous êtes aussi, pourquoi pas, professeur, conseiller d'orientation ou conseiller pédagogique. Et surtout, si vous êtes un jeune, on aimerait savoir en quelle année vous êtes. Est-ce que vous êtes en secondaire 3, 4, 5 ? Pour nous, ça serait super sympathique de savoir finalement d'où vous venez et aussi de quelle région vous venez, parce qu'ici, on s'adresse via les webinaires finalement à tout le Québec et peut-être même à l'international, qui sait, peut-être avec le décalage horaire, on pourrait avoir d'autres pays francophones ou d'autres francophones à l'étranger qui pourraient nous écouter. Alors là, je vois qu'on a 22, ça monte, là, 22 participants. Bon, c'est super. Alors, je vais en fait vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner en attendant de commencer. Le webinaire va durer 45 minutes. On va voir une période de questions de 10 à 15 minutes environ. Ça va dépendre en fait des questions que vous avez, bien entendu. Le contenu va être structuré autour de 8 questions auxquelles moi et mes co-hôtes vont répondre. Et puis, on va vous présenter aussi une petite vidéo en introduction. Alors, à la fin, en fait, des 8 questions auxquelles on aura répondu, donc à la fin de la présentation, n'hésitez pas, en bon français, Q&A, dans le Q&A, de mentionner vos questions. Ça nous fera vraiment, vraiment plaisir d'y répondre. Alors, je vois qu'il y a des conseillers, conseillères en orientation. Alors, Montérégie, bienvenue. Zoé Caron, Mélanie Lafont, conseillère d'orientation. Sarka Drummondville, bienvenue. Alors, je vois que c'est de partout au Québec. Alors, je trouve ça vraiment super. Alors, bonjour Damien Lamoureux, enseignant d'art et de médias. Alors, on a aussi des enseignants. Ce webinaire va être en rediffusion. Donc, si jamais vous avez des élèves, des étudiants qui sont intéressés par les métiers en création numérique et plus spécifiquement donc les métiers en effet visuel, n'hésitez surtout pas à leur relayer en fait ce lien. On va vous envoyer à la suite du webinaire le lien de rediffusion. Ça nous fera vraiment plaisir si vous pouvez le distribuer. Donc Nathalie, bonjour Nathalie que nous connaissons, agente de liaison à l'UQAT à Montréal. Bonjour Nathalie. Alors, je regarde s'il y a d'autres personnes qui nous font un petit coucou. Le Collège Saint-Joseph est présent. Bonjour. Il y a l'Institut Grasset, finissant prod, multimédia et gestion des médias sociaux. Alexandre Labbé de l'Institut Grasset. Bon, c'est fabuleux. Alors, je vois que finalement, on a plusieurs personnes qui viennent de différents horizons et de différentes parties du Québec. Alors, mon nom est Alban Français, je suis directrice des communications et des partenariats de l'organisme Synthèse. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Élise Voyer. Bonjour Élise. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Élise est chargée de projet chez Synthèse. Et j'ai Anne Fossier qui est chargée de projet, alors cette fois-ci au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Bonjour Anne. Bonjour Alban. Alors, 2 petits mots avant de commencer. Ah, j'ai même quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Écoutez, c'est merveilleux. Alors là, on est vraiment rendu à l'international. C'est ça qui est fabuleux avec les webinaires en ligne. Moi, j'adore ça en tout cas. Alors, 2 petits mots avant de commencer sur Synthèse. Synthèse, c'est un organisme qui a été créé en 2018 par le ministère de l'Enseignement supérieur pour vraiment valoriser les programmes de formation en création numérique. Puis quand je dis la création numérique, c'est vraiment tous les métiers en fait qui touchent, les métiers plutôt graphiques 2D, 3D, mais qui touchent
trois domaines spécifiques, le jeu vidéo, les effets visuels et l'animation en cinéma, télévision, publicité aussi, et également les expériences numériques, qu'on appelle aussi les expériences immersives. Donc vraiment de créer des synergies, des ponts entre le milieu professionnel, les studios, et le milieu académique, donc les directeurs de programmes, les enseignants et les étudiants, pour vraiment créer des collaborations entre ces deux instances-là. Alors, je vais laisser aussi Anne nous présenter en quelques mots le BCTQ. À toi, Anne. Merci Alban. Donc oui, très rapidement, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'industrie audiovisuelle. Donc on fait ça de diverses manières. On travaille avec les entreprises qui sont membres chez nous. Et une des choses qu'on fait, donc, c'est la promotion des carrières et des métiers en effets visuels et en animation, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. On a besoin de beaucoup de monde. Et donc on veut parler aux jeunes et aux moins jeunes de tout ce qu'on peut offrir dans ce milieu-là. Merci beaucoup, Anne. Alors, avant de commencer avec des belles slides de PowerPoint, on va vous présenter une vidéo qui nous vient du BCTQ et qui montre en fait plusieurs productions en effets visuels, puis vraiment l'expertise en fait qu'on peut retrouver au Québec. Alors, je vais vous partager mon écran un petit instant. Hop là. Share screen, voilà. Et c'est parti. Dans un monde mystérieux et évolué, un monde où les limites sont immatérielles et intangibles, un univers subtil où les murs ne sont pas toujours physiques, où les paysages sont parfois entièrement ajoutés, où d'impressionnantes créatures naissent directement de l'imaginaire de leur créateur, où le fantastique côtoie une réalité exaltante. Une réalité parfois dure, ou pas. Et pourquoi pas une réalité virtuelle ou augmentée. Un monde d'effets visuels entièrement conçu grâce à l'expertise de l'une des 40 entreprises de post-production québécoises. Un monde qui n'a finalement pas de limites créatives, de restrictions physiques, ni même aucune limitation géographique. Une industrie offrant ce qui se fait de mieux sur la planète, avec des incitatifs fiscaux des plus avantageux en Amérique du Nord, dont la main-d'œuvre hautement qualifiée et les performances ont fait du Québec un pôle stratégique reconnu mondialement comme un lieu incontournable en création d'œuvres numériques. Un monde où le talent qu'on lui reconnaît est entièrement au service d'un projet, peu importe son envergure. Un monde créé sur mesure par le talent québécois. Dans un monde mystérieux et... Voilà, alors on va passer au diaporama tout de suite. Alors, quelle belle vidéo, hein? Je pense que ça donne vraiment un bel aperçu de ce qu'on peut retrouver au Québec comme studio et comme talent surtout. Alors, on va commencer la présentation. Je vais laisser la parole tout d'abord à Anne Fossier qui va nous expliquer en fait qu'est-ce que ça veut faire, c'est quoi les effets visuels avec une petite définition. Alors Anne, je te laisse la parole. Merci Alban. Donc oui, on voulait commencer peut-être par faire des petites distinctions entre les différents thèmes qui existent parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde et c'est normal. Donc tout d'abord, on distingue les effets visuels des effets spéciaux.
Les effets spéciaux, ça va être ce qu'on va créer physiquement sur un plateau. Donc, par exemple, de la fumée, des explosions, du feu, des choses qu'on va vraiment faire arriver en direct avec les acteurs sur le plateau, des choses physiques. Par opposition, on a les effets visuels qui, eux, sont créés entièrement par ordinateur. Donc, ce sont des images de synthèse en 2D, en 3D, qui sont rajoutées par-dessus des prises de vue réelles avec des acteurs réels. Donc là, par exemple, on voit sur l'écran les deux images de gauche. On a Meryl Streep qui est devant un écran vert, donc les effets visuels n'ont pas encore été rajoutés. Et puis à gauche, par opposition, le monstre de Stranger Things, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui lui a été créé par ordinateur et qui a été rajouté par-dessus ce qu'on a filmé avec les acteurs. On va distinguer aussi effets visuels et animation. Là, la distinction est beaucoup plus évidente. En fait, c'est tout ce qui est animation, c'est ce qui est créé 100% par ordinateur, sans prise de vue réelle. Donc, par exemple, Bob l'éponge et Ballerina ici, donc toutes les émissions jeunesse, tout ce qui peut être aussi les Simpsons, etc., évidemment. Et juste en précisant que les 4 projets qu'on voit ici à l'écran, ce sont des choses qui ont été réalisées en tout ou partie au Québec, évidemment. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer à une autre question, qui est notre deuxième question. Saviez-vous que le Québec est l'un des 3 plus grands centres de création d'effets visuels au monde? Alors, Anne va nous expliquer en quoi, en fait, le Québec est un grand centre de création. Merci. Donc, je vous ai mis des chiffres. Je ne vais pas les passer en détail. On n'est pas là pour ça, mais c'est juste pour que vous voyez la tendance qui est assez évidente finalement. Donc, ça, c'est le volume d'affaires des effets visuels qui ne fait que grimper. Et encore, je n'ai pas eu l'occasion d'ajouter 2021, mais on est à 780 millions cette année. Donc, ça a encore beaucoup monté. La croissance se poursuit. Et puis, sur la slide d'après, on a aussi l'animation. Où là, ça continue à monter également. La croissance est assez évidente. La seule distinction, c'est on calcule nos projets sur 2 ans parce que les projets d'animation, ça dure plus longtemps que les effets visuels. Généralement, c'est quelques mois un projet d'effets visuels, alors que l'animation, ça peut durer 1 à 2 ans. Donc voilà pour les tendances au niveau de la croissance. Excellent, merci beaucoup. Donc, ce que ça veut dire au niveau des emplois, évidemment, c'est la même chose, croissance. On a de plus en plus de monde qui travaille dans ce secteur au Québec. On le voit de façon évidente ici, avec exception évidemment de 2020, puisqu'il y a eu un petit arrêt des tournages pendant quelques mois, donc ça a créé une petite baisse, mais je vous confirme que ça a repris de plus belle. On est actuellement, donc vers la fin de 2021, on comptabilisait 6500 personnes dans le secteur, et surtout, les entreprises anticipent d'embaucher environ 2000 personnes dans les prochaines années, donc entre 2022 et 2023. Merci. Alors, la prochaine slide. Donc, ce que ça veut dire travailler dans les effets visuels et l'animation concrètement au niveau de votre environnement de travail. Donc, on a plus de 200 projets réalisés au Québec par année. C'est très varié, très diversifié. Comme je l'ai dit juste avant, 6500 emplois, ça continue de monter. Le salaire annuel médian est de 82 500 $. C'est quand même des emplois très bien rémunérés. Et ça continue de monter également. On voit qu'entre 2019 et 2020, c'était monté de 13%. Ça continue à monter encore aujourd'hui. L'âge médian est de 32 ans. C'est une industrie très jeune, ça ne surprendra personne puisque les effets visuels par ordinateur, ça s'est beaucoup développé dans les dernières années, on le sait. Donc, de façon logique, on a une industrie qui est très jeune et très dynamique. On a aussi plus de 45 nationalités qui sont représentées au Québec. Donc, c'est une main-d'œuvre qui est globale, en fait. Les entreprises vont chercher des talents partout dans le monde. Et ce que ça veut dire pour vous, si vous travaillez dans ce milieu-là, c'est que vous allez rencontrer des personnes qui viennent de tous les horizons, avec des cultures très différentes. Donc, c'est forcément très intéressant et vraiment super enrichissant au quotidien. Une chose aussi qu'on aime noter, c'est que c'est souvent perçu comme des milieux très masculins, les milieux des technologies. Donc, effets visuels, animation font partie des technologies, mais c'est plus forcément vrai aujourd'hui. On a plus de 33% de l'industrie qui est représentée par des femmes et on commence aussi à avoir des pourcentages de personnes non binaires. Donc, ça s'équilibre de plus en plus et c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Anne. On va passer à la prochaine slide.
Alors, juste un petit point pour en fait vous donner un aperçu des projets sur lesquels on peut avoir l'occasion de travailler quand on est dans un studio d'effets visuels ou d'animation ici au Québec. J'en ai choisi quelques-uns qui, je pense, vous parlent à tout le monde, mais donc on a des projets de Netflix comme Stranger Things, des séries d'HBO super populaires, le dernier Dune qui est évidemment nominé aux Oscars, dont on aura les résultats bientôt, des séries de Marvel, de Mandalorian, Star Wars. Et puis en animation, on a autant Astérix que Bob l'éponge ou Le Petit Prince. Ça peut être super varié aussi. Alors maintenant, quels sont les avantages à travailler dans cette industrie? C'est moi qui vais prendre le relais pour cette question-là. Donc, on l'a bien vu avec Anne, il y a beaucoup en fait d'emplois dans ce secteur, une belle croissance au niveau des emplois. Donc, l'augmentation des besoins en main-d'œuvre, un taux de placement élevé aussi. Quand un étudiant poursuit un programme de formation, le taux de placement est très, très élevé au niveau quand il va se placer sur le marché du travail. Donc, ça, c'est important de le savoir. Des salaires avantageux, on l'a vu, le salaire médian est quand même élevé. Des conditions donc de travail concurrentielles et en fait vraiment des environnements de travail qui sont inspirants, qui sont dynamiques, qui vraiment stimulent la créativité. C'est un secteur qui est en pleine effervescence, il y a des opportunités, l'opportunité éventuellement aussi si vous voulez voyager, c'est une industrie qui est globalisée, donc ça peut être intéressant si vous voulez aller aussi dans des studios qui ont donc des bureaux à l'étranger. Donc, c'est des défis à la fois qui sont créatifs, qui sont à la fois technologiques. On peut travailler sur des projets dont on est fan, dont on est passionné. Si on est fan de Marvel, c'est sûr que ça peut être une possibilité de pouvoir travailler sur ce type de projet-là. Possibilité d'avancement rapide aussi. Comme le mentionnait Anne, il y a une diversité des personnalités, des nationalités, des genres, des backgrounds. Donc ça peut être aussi très enrichissant en tant que personne. Un milieu où les différences sont aussi acceptées et les jeunes femmes sont les bienvenues, comme on l'a mentionné tout à l'heure. C'est un milieu de travail aussi où l'on apprend beaucoup, on se développe beaucoup. Je pense que ça, c'est important. C'est un milieu qui change. C'est un milieu qui est très, très connecté et axé sur les technologies. Donc, ça change les technologies. On va le voir tout à l'heure. Donc, c'est sûr que vous n'allez jamais vous embêter. Alors, ça, c'est vraiment les différents avantages, je vous dirais, au niveau vraiment de cette industrie-là. Après, on va passer à la prochaine question, qui est quelles sont les compétences principales pour travailler, en fait, dans ce secteur? Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les compétences très classiques, très techniques, mais plutôt dans des compétences plus un peu de soft skills, comme on dit. La créativité est importante, ça c'est évident. D'avoir un œil artistique et de pouvoir développer son œil artistique, c'est important, mais ça on le développe à l'école, mais aussi en dehors de l'école et tout au long de sa carrière, je vous dirais. Donc, ça, en allant visiter des musées, en lisant des BD, des livres, en développant ses référents, en fait, artistiques et culturels. Je pense que ça, c'est important. Donc, il faut être curieux, il faut aimer la culture. Une forte habileté aussi informatique, être capable de travailler avec les outils, les logiciels, quelqu'un qui serait capable juste de faire des dessins, mais qui serait vraiment en train de figer sur un logiciel informatique. Ça serait difficile aussi parce que vous allez passer des heures et des heures devant en fait un écran et sur différents logiciels. Donc ça, c'est important d'aimer en fait l'informatique tout simplement. Capable de gérer son temps, aussi tout ce qui est aussi gérer la pression qui va avec la gestion du temps. On est avec des pipelines qui sont des pipelines parfois avec des deadlines, ça peut être des délais de production assez serrés, donc être capable de pouvoir justement gérer son temps et gérer son stress qui accompagne ça peut être important d'apprendre à développer puis d'avoir des outils pour gérer tout ça.
L'organisation du travail, savoir bien organiser son travail, ça c'est très très important, ça c'est certain. Bien nommer ses fichiers, par exemple. Chaque studio a sa propre organisation, son propre pipeline de production. Donc ça, c'est important de bien le connaître et de bien le respecter. La communication aussi, c'est sûr qu'on est derrière un écran, mais en même temps, vous allez être appelé à travailler avec différentes personnes, différentes équipes et différents départements. Donc, d'apprendre aussi à avoir un langage commun, en fait, avec les différents départements pour bien pouvoir vous faire comprendre et comprendre, en fait, les projets. Ça va être bien important. Le souci du détail, ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir développer. Puis savoir accepter la critique, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Votre superviseur en fait, ça va commencer à l'école. Votre professeur va critiquer le portfolio, sur quoi vous allez travailler. Donc ça, c'est sûr qu'il va falloir accepter la critique et être ouvert par rapport à ça pour s'améliorer, je vous dirais. Donc ça, c'est important. Puis, quand vous allez arriver sur le marché du travail, effectivement, votre superviseur va critiquer aussi votre travail. Alors, ça doit être de la critique constructive. Donc ça aussi, il faut apprendre à prendre cette critique qui va être constructive, c'est certain. Alors, si je résume, je vous dirais avoir un œil artistique, ça va être important. Visualiser des concepts, résoudre des problèmes, ça va être de travailler votre portfolio, votre style, ça va être bien important. Posséder de fortes habiletés informatiques, ça va être beaucoup d'habiletés techniques qu'on va vous demander dans l'industrie, de maîtriser plusieurs logiciels. Savoir communiquer de façon efficace aussi, capacité d'écoute aussi, quand on communique de façon efficace et qu'on est capable d'écouter l'autre, bien évidemment, gérer son temps sous pression et, comme je venais de l'indiquer, savoir accepter la critique. Ça, c'est vraiment, je vous dirais, les 5 points très, très importants à développer. Et puis, vous allez commencer à le développer à l'école, puis le développer tout au long de votre carrière. Alors, voilà ce que j'avais à dire sur les compétences. Maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Élise. Faut-il savoir dessiner pour travailler en effet visuel? On appelle ça aussi les VFX dans notre jargon. Alors, Élise, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Merci, Alban. Alors, justement, voici la réponse. Non, pas absolument. Alors, parce que dans ce secteur d'activité-là, les effets visuels et l'animation, il y a tout un éventail de métiers et de fonctions qu'on peut occuper. Donc, oui, c'est sûr que vous pouvez aimer dessiner, bien entendu, texturer, peindre, mais vous pouvez aussi aimer calculer, programmer, gérer, conceptualiser et plus encore. Il y a vraiment beaucoup de métiers dans ce milieu-là. Alors, je vais justement vous parler un peu de les différents métiers et catégories de métiers qu'on retrouve dans ce secteur. Alors, quels sont-ils? Donc, je vous ai divisé ça en quelques catégories. Bien sûr, il y a les métiers artistiques. Et là, je vais m'étendre là-dessus un petit peu plus loin en vous parlant vraiment de l'ensemble des métiers artistiques et tout ce qui est également les fonctions, les étapes, les postes interreliés et tout ça. Mais je vais aussi vous parler donc maintenant des autres secteurs et familles de métiers. Alors d'abord, on retrouve le support administratif et les ressources humaines, le développement aussi et le support technique et technologique, la production et la gestion. Dans le support administratif, on inclut tous les métiers relatifs aux finances, à la comptabilité, à l'administration. C'est vraiment tous les aspects financiers, légaux et logistiques. On retrouve aussi dans le support administratif la grande catégorie du marketing et des communications. Donc, tous les métiers relatifs à la promotion, à la mise en marché. Et on a donc ensuite les ressources humaines. Alors, les ressources humaines, bien, c'est
tout ce qui est gestion, coordination des ressources humaines, bien sûr, la gestion des départements, les gestionnaires de talent, les conseillers en ressources humaines, les recruteurs, bien entendu, et les gestionnaires de la formation qui vont travailler notamment la formation continue. On a aussi donc la catégorie des développements et supports techniques et technologiques. Alors ici, on a tout le service TI, technique, les développeurs d'outils, tout ce qui regroupe finalement la science des données, des codeurs, des développeurs de pipeline, le support technique et ce qu'on appelle aussi en anglais les wranglers. Donc, ce sont les gens qui veillent au calcul des rendus et de tous les frames du plan, s'assurer que toutes les données qui sont calculées par les artistes seront donc rendues à bon port et prêts à être regardées. Ensuite, la dernière catégorie ici, c'est une catégorie quand même aussi très importante, c'est la production et la gestion. Donc, ici, dans ces départements-là, on a des producteurs exécutifs, des producteurs associés. Ce sont vraiment les personnes qui travaillent avec les clients des studios, de tous les studios que vous avez pu voir, là. C'est vraiment la relation client. Et ceux qui vont prévoir les budgets et les calendriers de travail. Dans cette catégorie-là aussi de métiers, on a les directeurs de production, les coordonnateurs, les assistants de production et finalement ce qu'on appelle les runners en anglais, qui sont un peu les commissionnaires ou vraiment les assistants de plancher. C'est les personnes qui assistent toute l'équipe de production à l'avancement du travail, toutes les petites tâches diverses et connexes qui aident à cimenter le travail sur le plancher. D'ailleurs, c'est un poste intéressant à voir au début quand on veut commencer une carrière, soit en stage ou pour débuter dans cette industrie, c'est vraiment d'occuper un poste de runner. Alors, on voit vraiment l'ensemble de tout ce qui se passe sur le plancher. Alors là, je vais vous parler donc maintenant, si on regarde le prochain panneau, je vous ai mis un petit illustré, un tableau qui montre les différents départements en effets visuels et en animation. Donc là, on va s'attarder plus aux métiers artistiques, finalement. Alors, tout commence évidemment par une idée ou un scénario. Alors, c'est l'étape de la pré-production. Une fois qu'on a une idée et un scénario, on va aborder finalement, bien évidemment, le financement, les contrats, toute la planification et l'affectation des équipes pour véritablement commencer le travail. Alors là, une fois que tout ça est fait, on entre dans l'étape de la conceptualisation et le storyboarding et l'animatique. Donc, les artistes en concept et en storyboard, ce sont eux qui prévoient, dessinent et conçoivent les looks, l'ensemble du visuel d'un plan, une séquence, un style et le contexte dans lequel tous ces éléments-là vont prendre vie. Il y a évidemment les personnages aussi qui vont s'inclure, les objets, tous les éléments qui vont se retrouver ensuite dans l'environnement. Donc, évidemment, il y a des scénarios plus réalistes qui racontent une histoire plus réelle, mais il y a évidemment des scénarios plus imaginaires. Donc, c'est là où, justement, quand on parle de films d'animation, souvent, le récit et l'histoire, le scénario va être très important en amont pour vraiment déterminer l'ensemble de ce qu'on va retrouver dans le visuel et dans tout ce monde imaginaire. Alors là, ensuite, on va passer ensuite au storyboard et à l'animatique que vous voyez encore en haut ici. Donc, l'animatique, quant à elle, c'est vraiment ce qui prévoit l'enchaînement et l'agencement d'un plan à l'autre, l'un avec l'autre et l'un à la suite de l'autre. On peut aussi trouver dans cette phase-là, la phase de préparation et de pré-production, on peut trouver des éléments, on peut décider de créer des éléments entièrement filmés. Alors oui, on est en post-production, oui, on est en effet visuel, mais parfois, il y a des éléments qui sont difficiles à recréer en animation ou en effet visuel. On va le reproduire, on va le filmer. C'est ce qu'on appelle les éléments pratiques. Alors, les éléments pratiques, c'est tourner, par exemple, sur un fond vert ou un fond gris, un vrai feu, une vraie fumée, ou même des liquides dans un bocal pour aller chercher le réalisme et qu'ensuite, on va traiter et qu'on va intégrer à l'image.
Si on regarde le milieu là, de l'image, là où on a des personnages qui sont en train de former un beau petit lapin, là, on arrive en étape là, véritablement dans les postes de production spécialisation 2D et 3D. Alors, on a déjà le layout, qui est la spécialisation qui prévoit la vue d'ensemble dans un plan ou dans une scène, comment tous les éléments sont placés dans un plan. Ensuite, on a le tracking ou la trajectoire en français, le CMM, Camera Match Move, le BMM, Body Match Move, qui prévoient, eux, et reproduisent l'angle de caméra, la lentille, la caméra réelle qui est sur le tournage, qu'on veut ensuite traiter, reproduire, dont il faut tenir compte pour créer un plan. Ensuite, on a la famille des assets ou la famille des éléments de base. Donc, on a dans cette famille-là, justement, tout ce qui est métier de dessin très créatif, la modélisation, la texture et le shading, ou plutôt l'éclairage. Quand on parle de shading, c'est aussi tout ce qui est ombrage, contraste. Donc, c'est la création dans l'asset et les éléments, c'est la création des personnages, des objets, tout ce qui inclut là, le modèle qu'on va ensuite texturer et éclairer. Ensuite, on arrive dans le département de l'animation. Alors, avant d'animer, évidemment, il faut créer l'armature du personnage. C'est ce qu'on appelle le rigging, donc le squelette, la mécanique, pour ensuite pouvoir animer le personnage ou l'objet. Puis aussi, on a aussi l'animation faciale, qui est une spécialisation à l'intérieur de l'animation. L'artiste doit alors donc tout prévoir comment le personnage ou l'objet va se mouvoir, va se déplacer dans l'environnement. Ensuite, on arrive dans le département qu'on appelle le CFX. Donc, c'est tout ce qui concerne l'attribut, les éléments inclus dans la création d'un personnage. Donc, ses cheveux, ses poils, ses plumes, quand il s'agit d'un oiseau ou d'un personnage étrange ou imaginaire. Ensuite, on va avoir tout ce qui est tissu, donc les attributs vraiment du personnage ou de l'objet. Et puis, dans cette catégorie-là, on inclut aussi les personnages de foule. Donc, souvent, au loin, on va voir des armées de personnages. Eh bien, c'est la foule, le crowd, qu'on inclut dans le CFX. Une autre petite famille ou département, c'est les FX. Les FX, c'est le département qui parle vraiment de tout ce qui est phénomène naturel ou physique et magique. Alors, on peut y créer dans ce département des étincelles, des paillettes virevoltantes, toutes sortes de choses, mais aussi de la poussière, la fumée, du débris, des explosions, du feu, de l'eau, des liquides, des bulles, des particules. C'est un département vraiment très scientifique et magique à la fois. Et enfin, on arrive en environnement, qui est la discipline de création des décors numériques ou virtuels. Donc, de l'environnement d'une scène où on parle aussi parfois d'extension de décor, donc de scènes où on va étendre un décor ou un environnement pour le recréer, puisque parfois, il nous manque, par exemple, des montagnes en arrière-plan. Alors, on va faire de la reproduction d'environnement. Et ensuite, bien, tout ce beau monde va être éclairé. Il faut éclairer l'ensemble de la scène. Donc, on arrive au département de l'éclairage qu'on retrouve donc à la fin de cette chaîne pour enfin entrer en composition d'image. C'est la liste un petit peu des éléments qu'on retrouve vers le bas avec la finition que je vais vous montrer après. Donc, là, on arrive en compositing. Donc, le compositing d'image, c'est l'image composite. Donc, c'est la composition d'images à partir d'éléments réels tournés. Donc, on a reçu éléments de tournage de plateau ou avec des éléments 3D ou complètement 3D composités ensemble pour faire une belle finition d'image. Et évidemment, à la toute fin et même un peu en même temps que le compositing, bien, on fait ce qu'on appelle un peu de nettoyage, d'ajustements finaux à l'image. Donc, on va enlever des câbles, on va peinturer peut-être des imperfections dans le visage d'un personnage, enlever certains ombrages. Donc, ça, c'est le roto et le paint. Donc, composition, dans le département de la composition, la peinture et la rotoscopie.
Et enfin, si on regarde sur le prochain panneau, Alban, on va avoir au final notre département de finition. Donc, tout ça est bien fait, tout est bien beau. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on va faire de la colorisation. Mais parfois, on va rajouter aussi, surtout dans le cas de projets publicitaires ou projets plus corporatifs, on va peut-être ajouter des éléments graphiques à l'image, des logos qui aussi peuvent un peu bouger ou s'animer dans l'image. Donc, c'est vraiment dans l'étape de finition. Puis, on ajoute les contrastes, les couleurs, et puis on livre le tout. Évidemment, en effets visuels finaux, quand on envoie nos productions d'effets visuels à la production film, au grand studio, c'est eux qui s'occupent de la colorisation finale des séries et des longs métrages pour en faire ce qu'on appelle la sortie finale ou l'output final. Et là, je vous ai montré ça dans l'ordre, mais évidemment, il y a beaucoup d'interdépendance entre les départements. Des fois, il y a un aller-retour, on va éclairer, mais là, on va finalement décider de faire certains ajustements. Donc, tout ça n'est pas nécessairement totalement linéaire. Il y a des allers-retours. Et puis, dans chacun de ces départements-là, bien évidemment, il y a des postes juniors, des postes d'entrée, puis ensuite, bien, plus on avance et plus on développe une expertise et une expérience dans son travail, bien, on peut devenir un artiste intermédiaire, puis on peut devenir ensuite un artiste senior et éventuellement, ça peut mener à un poste de superviseur, de lead ou alors de superviseur d'effets visuels, qui est le grand chef artiste qui orchestre l'ensemble de l'œuvre sur une production. Puis, pour en savoir plus, on vous a mis des liens ici où vous allez trouver, par exemple, le répertoire des métiers sur le site de Synthèse. Vous avez le lien ici, mais on va vous le mettre dans le chat. Oui, c'est déjà fait. Et puis, on a, pour en connaître un peu plus sur le langage et le lexique de tous ces métiers-là, de terminologie du 2D et du 3D, bien, le BCTQ a aussi un répertoire fort intéressant, très complet sur l'ensemble des métiers. Et puis, pour la recherche d'emploi, le BCTQ également a un lien à vous proposer pour aller voir un peu les différents métiers et autres postes. Voilà. Alors, on va continuer maintenant avec Alban. Merci beaucoup, Élise. Oui, merci. Oui, tout à fait, c'est moi. Merci beaucoup, Élise. Je trouve ça formidable de voir à quel point il y a des spécialisations, puis de décortiquer justement chaque spécialisation avec les départements. On peut voir finalement à quel point c'est spécialisé et complexe. Donc, merci beaucoup en fait de toutes ces informations-là, très utiles pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On va passer à la question en fait, comment se former au métier en effet visuel. Alors, nous allons voir qu'il existe beaucoup de programmes. Je vous dirais qu'au niveau de la création numérique, là, les 3 secteurs que je mentionnais tout début en introduction du webinaire, c'est-à-dire alors, les métiers graphiques, là, 2D, 3D, en jeux vidéo, en effet visuel, donc cinéma, télévision, publicité et tout ce qui est le domaine un peu plus expérientiel, donc les expériences immersives, les expériences numériques. Il existe au Québec une centaine de programmes, à la fois des programmes collégiaux et universitaires. On a environ une cinquantaine là, de programmes collégiaux et une cinquantaine de programmes universitaires. Sur cette centaine de programmes, je vous dirais qu'il y en a à peu près une cinquantaine pour lesquels un étudiant, un jeune, va pouvoir après aller dans l'industrie des effets visuels. C'est sûr qu'on parle beaucoup aussi de convergence des milieux entre le jeu vidéo et par exemple les effets visuels. Donc, ça ne veut pas dire aussi qu'à un moment donné, un jeune qui commence en jeu vidéo ne pourrait pas aller en effet visuel ou vice-versa, mais il y a quand même des spécificités. Alors, il y a plusieurs types de programmes. Il y a aussi donc il y a une dizaine d'universités, il y a 8 universités, une dizaine de cégep qui offrent ces programmes-là. Puis on a aussi une dizaine d'établissements privés. Donc, il y a du choix. Il y a du choix. Au niveau des types de programmes d'études, il y a des attestations d'études collégiales. Donc, ça dure tout dépendamment du type de programme, 1 an à 2 ans. Il y a des DEC, donc on parle là non
non pas des DEC préuniversitaires, mais des DEC techniques de 3 ans. Il y a des passerelles DEC-BAC avec certains programmes. Donc, il y a une année qui est reconnue par l'université avec qui l'entente est passée pour justement ne pas faire son baccalauréat en 3 ans, mais en 2 ans. Il existe aussi des certificats, des baccalauréats, bien évidemment, des diplômes d'études spécialisées, supérieures spécialisées, puis aussi des maîtrises. Puis, je vous dirais qu'il y a 10-15 ans, il n'existait pas tout cet éventail de programmes-là. Donc, ça a énormément évolué. Il y a de plus en plus d'offres pour les étudiants, que ce soit des programmes courts ou des programmes longs. C'est ça qui est formidable pour ces jeunes-là. Je vous inviterai en fait à aller visiter le site web de Synthèse, pôlesynthèse.com. Dans la section étudier, il y a en fait tous les programmes de formation et les établissements qui offrent justement des programmes dans nos 3 secteurs qui sont répertoriés. Vous pouvez en fait filtrer par type d'établissement, que ce soit universitaire, que ce soit collégial, le niveau d'études aussi, les secteurs, puis les régions. Alors, il n'y a pas que des établissements à Montréal, il en existe un peu partout. Donc, vous pouvez aller vraiment visiter ce site web, il est à jour. Donc, puis si jamais vous êtes une école aujourd'hui qui nous écoutez, puis que votre école n'est pas répertoriée, ça peut toujours arriver. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous ajouter. Donc, on répertorie les programmes publics, mais aussi semi-subventionnés et aussi privés. Comme ça, on laisse vraiment le choix aux jeunes, à ses parents, de regarder toutes les possibilités, en fait, au niveau des études. Alors, ça, on va vous le mettre dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Je voulais quand même vous mentionner quelques programmes au niveau de l'offre collégiale. Donc, au niveau des AEC, vous voyez, on a le Cégep Limoilou qui offre donc, une attestation d'études collégiales. On a aussi le Collège Bois de Boulogne. Au niveau des DEC, le DEC technique d'animation 3D et synthèse d'images est offert. Bon, alors il y a en anglais le Collège Dawson qui offre 3D Animation and Computer Generated Imagery. Donc, ça, c'est au Collège Dawson. Vous avez le Collège d'Alma aussi qui offre un programme. Puis, les techniques d'animation 3D et de synthèse d'images, il y a le Cégep du Vieux, le Cégep de Matane, Cégep Limoilou à Québec, puis le Collège Bois de Boulogne qui l'offre aussi. Puis, vous avez d'autres techniques en dessin animé, puis en post-production. Il y a le Cégep du Vieux-Montréal, puis il y a le Cégep de Jonquière aussi qui offre ces formations-là. Au niveau de l'offre universitaire, je n'ai pas énuméré tous les programmes parce que ça en ferait beaucoup, mais vous avez l'école NAD UQAC pour un baccalauréat de 3 ans, puis ils offrent aussi une maîtrise. Vous pourrez aller voir sur notre site web. Il y a l'Université Concordia, donc là c'est plus en anglais. Il y a l'Université du Québec à Chicoutimi qui offre aussi des programmes. Il y a l'Université Laval. Il y a l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Puis, ils ont aussi des bureaux à Montréal. L'école NAD et l'UQAT offrent notamment des passerelles DEC-BAC. Puis, au niveau, excusez-moi, une petite faute là, mais c'est deuxième cycle maîtrise et DESS. Vous avez à nouveau l'école NAD UQAC qui offre aussi des programmes, l'Université Concordia. Là, on retrouve l'Université de Montréal et l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, ainsi qu'à nouveau l'UQAT. Donc, vous voyez, les possibilités sont quand même très, très grandes au niveau des différents types de programmes. C'est sûr qu'un DEC technique, là, je m'adresse aux jeunes, vous permet d'aller directement accéder au marché du travail. Mais, soit dit en passant, vous pouvez aussi très bien continuer
vos programmes d'études, votre chemin en fait académique au niveau universitaire, si vous le désirez, et pousser plus loin. Au niveau maîtrise, c'est sûr qu'on va peut-être plus au niveau de la recherche académique. Donc, tout dépendamment de ce qu'on veut faire, c'est sûr qu'il y a vraiment différents programmes qui s'offrent à vous. Puis les AEC, parfois aussi, c'est pour des personnes qui ont déjà une expérience de travail qui peut être connexe à la création numérique ou finalement dans notre domaine, mais qui veulent vraiment avoir une formation qui vont suivre comme des cours du soir, les fins de semaine, pour ajouter une corde à leur arc et puis aussi changer en fait de chemin professionnel et bifurquer vers quelque chose vers lequel ils ont envie. Donc, il y a vraiment différents parcours, je vous dirais, vraiment chemins qu'on peut prendre. Donc, je vais après à nouveau laisser la parole à ma collègue Anne Fossier qui va vous parler de comment on se fait engager au sein d'un studio. Très bonne question. Alors, ça va être notre dernier point avant de passer justement aux questions des personnes qui nous écoutent. Comment on se fait engager dans l'industrie? Donc, évidemment, la première chose, c'est d'être formé. Donc, vous avez vu tous les programmes de formation qui sont disponibles. Il a pu arriver que des gens soient autodidactes et apprennent de par eux-mêmes, mais ça arrive de moins en moins parce que maintenant, on a beaucoup de programmes de formation qui vont outiller les jeunes aussi avec une bonne connaissance de l'industrie. C'est très utile quand on travaille dans ce milieu de comprendre ce que font les autres et pas juste ce qu'on fait soi. Donc, avoir une bonne vue d'ensemble de la façon dont le processus de travail fonctionne. Cela dit, la première chose que les entreprises vont regarder pour embaucher une personne, c'est son démo. Donc, c'est une courte vidéo qui va inclure des extraits de vos réalisations. Donc, au cours de votre formation, vous allez vous entraîner, travailler sur plusieurs projets et vous allez pouvoir sélectionner ce qu'il y a de meilleur parmi vos réalisations pour créer une petite vidéo qui représente vos compétences techniques. Donc, les entreprises vont vous demander ce démo-là, vont le visualiser et vont décider de vous appeler en entrevue s'ils sont satisfaits. Donc, quand on arrive au niveau de l'entrevue, il faut savoir que ça veut dire que le démo, a priori, a convaincu. Donc, le but de l'entrevue n'est pas vraiment de connaître vos compétences techniques, mais de connaître votre personnalité. La personne qui vous rencontre va vouloir savoir si vous pouvez vous intégrer dans l'équipe. Donc, si vous êtes motivé, non seulement ça, mais aussi quelle est votre personnalité. Est-ce que vous allez pouvoir bien travailler avec tout le monde? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous avez envie d'apprendre? Donc, on vous conseille vraiment de vous mettre en avant, de montrer qui vous êtes. C'est important. Il ne faut pas être trop timide. Il faut oser tout simplement montrer qui on est. Une chose qui est importante aussi, ce sont les soft skills. Donc, pour le beau terme en anglais, on a beaucoup aujourd'hui, mais sinon on peut appeler ça aussi les compétences douces. Donc, ça va être la gestion des émotions, la communication, la gestion des conflits, la gestion des priorités. Ça peut être des choses comme ça du quotidien que vous allez développer dans votre carrière. Mais si ça fait partie de vos points forts, c'est important de le dire. Une chose importante quand on est étudiant et tout au long de votre carrière, c'est le réseau. Donc, on vous recommande fortement d'oser demander à des gens qui ont plus d'expérience que vous des conseils. Ça peut se faire en s'inscrivant dans un programme de mentorat pour être jumelé avec une personne de l'industrie ou tout simplement en osant contacter ces personnes. Donc, parfois sur les réseaux sociaux, avec parcimonie, il faut faire attention à ne pas trop abuser des réseaux sociaux pour contacter les gens, mais sinon, vous pouvez aussi demander à vos professeurs. Souvent, vos professeurs viennent de l'industrie, donc ont un réseau eux-mêmes et peuvent vous introduire à une personne qui est dans votre spécialité qui va pouvoir vous conseiller. Donc, l'important, c'est de savoir que les gens qui travaillent dans ce milieu, souvent, ont envie de partager, ont envie d'aider la relève, ont envie et se rappellent de ce que c'était de commencer et ont sûrement des conseils à vous donner. Donc, c'est bien d'oser. Aussi, on peut participer à des événements du secteur pour commencer à rencontrer des gens du milieu. Ça peut être une bonne passerelle d'entrée pour commencer à obtenir des conseils puis vous améliorer. De toute façon, vous allez vous améliorer tout au long de votre carrière. C'est un point important de ce milieu-là. On continue à apprendre tout le temps. Voilà pour ma réponse. Merci beaucoup, Anne. Puis, comme on est sur le portfolio, ce que j'aimerais aussi ajouter par rapport aux programmes de formation, c'est que ce sont généralement des programmes contingentés.
Ça va peut-être venir dans les questions, mais généralement, on est pris, au niveau universitaire, c'est vraiment le portfolio, puis la lettre de motivation qui va faire la différence. Donc, d'avoir un portfolio avec différentes œuvres, ça va être très, très important pour pouvoir être pris dans ce type de programme-là. Puis, au niveau collégial, il y a certains collèges qui font passer aussi des tests alors de dessin et aussi des tests informatiques sur des logiciels. Donc, ça, c'est important de le savoir. Alors, on va finir avec ça. Ça va être la période de questions. On va aller les prendre. On va vous mettre aussi dans le chat si jamais vous avez d'autres questions qui ne vous viennent pas en tête maintenant, puis que vous voulez en fait nous écrire. Voici nos coordonnées, puis on va vous les indiquer également dans le chat. En fait, Synthèse a aussi le projet de créer une trousse pour les conseillers d'orientation afin de les outiller pour justement mieux connaître les différents métiers, les différents programmes de formation dans le domaine donc de la création numérique, incluant les effets visuels. Si jamais vous êtes intéressé à être consulté pour cette trousse-là par rapport à vos besoins, en fait, parce qu'on va commencer à la concevoir, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fera vraiment plaisir de reprendre contact avec vous. On veut créer vraiment un outil sur mesure pour vous. Donc, notre objectif, c'est de vous consulter, bien évidemment. Alors, on vous enverra tout ça aussi, l'information dans le lien, avec le lien de rediffusion. Alors, je vais arrêter de partager mon écran, puis on peut peut-être commencer à prendre les questions. Alors, là, je vais regarder s'il y en a. Alors, j'ai une question de Mélanie Lafont. Avez-vous des exemples d'entreprises et leur région? Alors, des entreprises qui seraient situées plus en région. Anne, est-ce que toi, tu as des idées d'entreprises, ou Élise aussi, là, qui sont plus situées en région? Oui, c'est vrai que c'est assez récent, en fait, avec la pandémie, on commence à avoir plus d'expansion vers les régions. Avant, c'était très montréalais, ou à Québec également. À Québec, on a les studios Squeeze et Rodeo FX, notamment, qui sont de grande taille. Il y a l'entreprise Folks VFX qui va ouvrir, ou qui a ouvert, en tout cas dans les prochains mois, un studio au Saguenay. Donc, ça aussi. Et il y a le Cégep de Matane où il existe un centre de recherche. Donc, c'est plus effectivement des postes en recherche. Merci. Oh, Anne, ça a coupé. Mais en imagerie numérique. Donc, ça, c'est les exemples qui me viennent en tête. Mais sinon, ça bug. Ouais. La fin a coupé. Anne, on t'entendait moins bien. Peut-être que si tu peux répéter juste ta dernière phrase, s'il te plaît. Je disais qu'il y avait aussi le centre de recherche à Matane. Tout à fait. Pour les emplois en recherche en imagerie numérique. Oui, et peut-être un point, sinon maintenant, il y a beaucoup de travail à distance. C'est vrai. Le télétravail est vraiment quelque chose qui est de plus en plus institué. Donc, effectivement, on peut aussi se faire engager en région et faire du télétravail. Alors, c'est une tendance qui va rester. Qui va rester. Ouais. La possibilité de travail hybride et télétravail. Okay. Tout à fait. Alors, j'ai à nouveau Mélanie Lafont qui voudrait aussi des exemples d'entreprises à Montréal. Alors là, il y en a beaucoup. Il y a une belle liste. Je vais envoyer la liste dans le chat sur vfxmontréal.com, édition. Oui, c'est ça. Élise, voudrais-tu en mentionner juste quelques-unes comme ça? Écoutez, il y a Hybride, il y a Rodeo FX, il y a DNEG, il y a Mr. X, il y a... mon Dieu, il y en a tellement. NPC, Anne, tu peux m'aider à compléter? Il y en a vraiment plusieurs. Vraiment beaucoup. Micros. Scanline FX, Pixomondo, Digital Domain, Digital Dimension. Il y en a plusieurs. Oui, environ une quarantaine.
Ouais, oui, c'est ça. Puis sur le site aussi de Synthèse, on a les entreprises qui sont répertoriées également. Alors là, c'est tous les secteurs confondus. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller consulter également la section Travailler de notre site web. On peut aussi la mettre dans le chat. Alors là, j'ai Zoé Caron qui nous pose une question. Est-ce que les AEC ont du poids comparé au DEC et au BAC? Alors, c'est une très bonne question. C'est sûr qu'on est dans une industrie, je vous dirais, où on pourrait faire des études de 5 ans parce que c'est de plus en plus technique. Donc, même un DEC de 3 ans, c'est certain que comme il y a un tronc commun avec des matières là, comme mathématiques, philosophie, etc., c'est très, très condensé là, au niveau des études. Il manquerait presque une année supplémentaire pour que le jeune puisse aussi se spécialiser parce qu'on se rend compte en discutant avec les entreprises que les entreprises, surtout les plus grosses, cherchent aussi des jeunes qui vont se spécialiser. Hein? Donc, alors on forme des généralistes, puis après on se spécialise. Souvent, c'est en 2e et 3e année. Alors, je vous dirais que les AEC, c'est souvent pour des gens qui ont déjà en fait une expérience de travail et puis qui veulent vraiment se perfectionner ou changer, en fait, aller dans un domaine qui est connexe au leur et qui veulent aller faire de la formation continue pour pouvoir se réorienter professionnellement. Donc, c'est sûr que pour un jeune qui irait juste faire un AEC, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas travailler, mais comme ça devient des emplois de plus en plus quand même complexes et techniques, c'est sûr qu'éventuellement, ça lui prendrait en tout cas de la formation quand il va devenir professionnel, de la formation continue pour qu'il puisse continuer à se former tout au long de sa carrière parce que c'est vraiment des domaines où il faut enfin, c'est ça, c'est complexe. Puis il y a quand même beaucoup de logiciels à maîtriser. Donc, je ne sais pas, Ellie, si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou Anne, mais moi, ce que j'allais dire, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui ont des propensions justement à être autodidactes, qui ont appris des choses par eux-mêmes, qui ont eu cette curiosité, qui ont développé des techniques qui se sont déjà fait la main. C'est un bon début avant d'aller faire un AEC pour justement avoir un background avant de faire l'AEC. Alors ça, c'est une longueur d'avance pour ensuite rentrer en industrie. Donc, c'est toujours très bon de développer ses habiletés personnelles et sa curiosité. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis ça dépend vraiment de l'étudiant aussi, s'il est prêt à faire de longues études, de courtes études. Je pense que ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'il veut faire aussi. Donc, ce n'est pas pour tout le monde aussi les études qui sont longues. Ça dépend aussi, je pense, de la personnalité de l'étudiant, si c'est quelqu'un qui va être hyper autodidacte, qui va être capable après de s'auto-former par lui-même, d'aller apprendre le côté un petit peu geek, en fait, de la chose. Donc, je pense que ça dépend de bien des paramètres, en fait. Un AEC, ça peut être super bien si c'est aussi quelqu'un qui va pousser par lui-même aussi ses compétences. Donc, je pense que c'est très variable selon le type d'étudiant, puis ses capacités finalement à apprendre rapidement ou pas et à s'adapter au marché du travail. Je pense que c'est un petit peu ça le message qu'on veut faire passer. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Alors, j'ai Martial Ado. Alors, je pense que Martial vient de la Côte d'Ivoire, si je me rappelle bien. Pour ceux qui sont à l'international, peuvent travailler dans ce domaine et comment? Alors, en fait, est-ce que les gens à l'international peuvent travailler dans ce domaine et comment? C'est une très bonne question aussi. C'est sûr que il faut connaître aussi, alors travailler ici à Montréal, j'imagine que c'est ça, Martial, que vous voulez peut-être mentionner. Alors oui, tout à l'heure, Anne mentionnait le réseau. Je pense que le fait de venir faire ses études ici, on commence son réseau.
Hein. C'est difficile quand on arrive ici puis qu'on n'a pas de réseau, qu'on n'a pas de référence, de peut-être commencer. Après, ça dépend ce que vous avez fait aussi comme type d'études à l'international, dans votre pays d'origine, bien évidemment. Donc, ça dépend vraiment de quelle formation vous avez eue au préalable. Après, c'est toujours plus facile quand vous venez étudiant ici, que vous commencez votre réseau, que vous voyez aussi les compétences que vos autres, finalement, collègues ont et ce qu'on demande, ce qui est requis finalement par le corps professoral. Et aussi ce qui est demandé par les studios. Donc, on voit un peu plus quand on est étudiant le niveau qui est requis par l'industrie pour pouvoir débuter en tant que junior, en fait, dans ce domaine-là. Donc, moi, je vous dirais que ça dépend à nouveau de bien des paramètres et surtout de quelle formation vous venez de l'étranger. Je pense que c'est ça. Puis après, il y a toujours aussi la reconnaissance des diplômes. Hein, ici, au Québec, peu importe en fait le domaine dans lequel on est. Donc ça, il faut faire attention aussi. Alors souvent, il y a des étudiants qui sont obligés de refaire aussi certains crédits ou même parfois des programmes au complet parce que justement, il n'y a pas de reconnaissance des acquis. Donc ça, je pense que ça, c'est important de le savoir. Alors c'est sûr qu'au Québec, on a développé vraiment une expertise en effets visuels. On parle d'effets visuels aujourd'hui, en création numérique. On a des très, très bonnes écoles ici au Québec. Alors, si jamais vous avez la chance de pouvoir venir étudier ici, peut-être d'avoir des bourses en tant qu'étudiant, eh bien, écoutez, je pense que c'est un très bon un pied-à-terre pour pouvoir faire un stage en entreprise, commencer, puis voir déjà si ça vous plaît, hein, parce qu'il y a bien aussi des choses en dehors du travail. Il y a le climat, il y a tout ça, il y a l'environnement ici au Québec. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte quand on est un étudiant étranger. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, Martial, mais j'espère. Alors, je vois qu'on a une question maintenant de Damien Lamoureux. Quelqu'un avec un certificat ou un bac en design graphique, y a-t-il un poste en particulier qui lui serait préférable dans l'industrie par rapport au processus montréalais, j'imagine, dans la présentation? Donc, je répète la question. Quelqu'un avec un certificat ou un bac plutôt en design graphique, est-ce qu'il y aurait un poste spécifique ou en particulier qu'on pourrait lui offrir dans notre industrie avec un bac ou un certificat en design graphique? Élie, je m'adresse à toi. Est-ce que tu aurais des pistes de réflexion par rapport à ça? Ça dépend encore une fois de type de logiciel sur lequel vous avez été formé, mais c'est sûr qu'il y a tous les métiers qu'on appelle de motion design, donc tout ce qui est animation un peu 2D, 2D+, de graphique et d'éléments graphiques, d'illustration, tout ce qui est aussi un peu concept, ça pourrait être dans ces catégories de métiers-là. Puis ensuite, ben, si on veut pousser un peu plus loin, il y a des entreprises aussi qui prennent plus de généralistes. Souvent, c'est des compagnies qui sont un peu plus petites qui vont prendre des personnes qui sont plus généralistes en 2D, 3D. Donc, souvent, justement, des designers graphiques peuvent faire leur chemin là-dedans. Souvent, ça peut être en publicité ou en projet corporatif. Et dans certaines grandes boîtes, il y a aussi des départements qui sont affiliés à la publicité et au projet corporatif. Et puis ensuite, ben, une fois rentré dans une boîte, ben, aussi, on peut aussi apprendre et développer d'autres habiletés qui fait qu'on peut ensuite se diriger vers un autre département créatif comme ce que je parlais de l'asset, donc le modeling, texture et look dev. Donc, c'est aussi un domaine qui peut être connexe à ça. Voilà. Oui. J'espère que ça répond un peu à la question. Oui, Anne, si tu veux rajouter quelque chose, je t'en prie. Peut-être juste si effectivement on a une formation connexe qui n'est pas directement dans le domaine, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pertinente, surtout en ce moment où il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc, deux options que je vois peut-être si justement
on veut rentrer dans l'industrie par une voie parallèle, ça peut être, premièrement, peut-être de contacter des recruteurs directement. Donc, ils sont tous sur LinkedIn, les recruteurs de ces entreprises-là. Vous avez la liste des entreprises, encore une fois, sur vfxmontréal.com ou sur le site de pôlesynthèse.com. Donc, contacter les recruteurs, peut-être présenter votre profil et voir ce qu'ils vous conseillent. Est-ce que vous pouvez directement être embauché ou est-ce qu'ils vous conseillent peut-être une formation dans tel ou tel domaine pour acquérir les compétences nécessaires? Il y a des formations qui sont courtes qui peuvent vous permettre justement d'obtenir peut-être la spécialisation qui vous manque. Ou deuxième voie, simplement contacter des écoles, peut-être l'école NAD ou un cégep pour voir si, en fonction de votre profil, il y a peut-être une spécialisation que vous pouvez ajouter à votre boîte à outils pour rentrer dans l'industrie. Oui, exactement. Je pense que la formation courte à ce moment-là serait vraiment pertinente comme un AEC, il faudrait voir. Comme vous avez déjà effectivement un diplôme et peut-être même de l'expérience en design graphique. Les plus petits studios, je pense que c'est vraiment une très bonne piste parce que ça vous permet même de rentrer, ne serait-ce en tant que designer graphique, dans un petit studio, puis de voir aussi si ça vous plaît, ce domaine-là. Donc, je pense notamment, là, on sort peut-être du cadre des effets visuels, mais peut-être, alors on peut être en publicité, mais tout ce qui est expérientiel aussi, les expériences numériques, on a besoin d'énormément de designers graphiques. Alors, c'est sûr que ça pourrait vous permettre vraiment de voir aussi les différents corps de métier, puis peut-être qu'à un moment donné, on va vouloir vous donner plus de tâches si on voit que vous avez un intérêt, puis une formation que vous pourriez suivre parallèlement justement à ce travail-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de voies possibles. C'est ça qu'on veut surtout donner aujourd'hui comme message là, aux gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres. Écoutez, je pense qu'on va terminer la session maintenant à ce moment-là. N'hésitez vraiment pas à nous recontacter si jamais vous avez d'autres questions. Ça nous ferait vraiment extrêmement plaisir de vous répondre. Et puis, on va vous envoyer de toute façon à toutes et à tous le lien de rediffusion avec nos coordonnées. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt envers les métiers, en effet visuel, envers Synthèse et le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Alors, je vois que je pense que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Alors, on est vraiment, vraiment très heureux. Je pense qu'effectivement, ce sont des métiers qui sont encore très, très méconnus. Puis, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup, beaucoup de spécialisations. Alors voilà, ça nous fait vraiment plaisir de vous faire découvrir cet éventail de métiers. Merci beaucoup, Damien. J'espère qu'on a bien répondu à votre interrogation. Merci Valérie, bonne journée. Et puis, écoutez, à très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Bye bye.